Ouais, c'est bon, c'est bien. j'ai... J'étais pas sûr que ça filme. Salutations, bien le bonjour. Bienvenue dans cet épisode numéro 7. C'est ça, hein, 7. Rome ne s'est pas faite en 7 jours, hein, c'est ça. Hein. Il me semble que c'est ça. On arrive sur le dernier quart du Colisée. Je rappelle que ça, c'est la deuxième moitié. Première moitié, deuxième moitié. Et du coup, nous, on en est là. Donc, on commence le dernier quart. Et ça commence à vraiment ressembler à quelque chose. Là, regardez notre Colisée, comme il est joli. Waouh! C'est extrêmement minutieux. Les pièces sont toutes petites. Et elles tiennent moins bien. Donc, des fois, ça se pète la gueule quand on les met. Donc, il faut refaire, il faut remettre, etc. Mais il faut avouer que ça ressemble quand même... c'est quand même... c'est très joli, quoi. Regardez. On est quand même sur... ouais, c'est stylé. Ça vaut le coup. Disons que ça vaut le coup. Voilà. On continue notre documentaire de Arte sur la Rome antique. Voilà. Let's go, du coup. Allez, on dit que let's go. Plus étroit. Donc j'ai préparé déjà les pièces de chaque étape. Nous avons donc Comme la ça, possibilité de voir pardon, je le redis comme à chaque fois, mais j'ai préparé les pièces pour chaque étape, comme ça. Parce que au tout début des épisodes, justement, je préparais les pièces, mais devant vous. Et du coup, ça prend 2 fois plus de temps. Là, je les ai déjà préparées, chacune dans une petite boîte différente. Et j'en ai 4, là. J'en ai 3 ici et une là. Donc j'ai 24, 25, 26 et 27. Voilà. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va jusqu'à 27, mais il y a 31 étapes. Donc en fait, a priori, il reste 2 épisodes. Celui-là et un prochain. Si tout se passe bien, si je galère pas trop. de l'environnement et du climat, saisi dans la succession des anneaux des arbres. Je m'attends à quelque chose comme 80 à 100 anneaux sur ce chêne. Donc, on devrait pouvoir remonter l'essentiel du XXe siècle. Most of the 20th century. Si on fait un prélèvement sur un arbre, on sait que l'anneau extérieur, juste avant l'écorce, c'est-à-dire l'anneau qui a été produit l'été dernier, est daté de l'année 2021. Et ensuite, il suffit de compter les années en arrière. Les arbres vivants indiquent ainsi le climat de ces 300 dernières années environ. C'est la première étape d'une machine à remonter le temps qui va conduire les scientifiques jusqu'à l'Empire romain. Met de nieuwe categorie voor elektronica op Vinted krijgt Tech een nieuw leven en kun jij opnieuw... Alors oui, il y avait beaucoup de pubs, hein, rappelez-vous. Voilà, désolé. elektronica-virus. Ah, elle est longue en plus, on peut pas la passer celle-là. C'est vrai, c'était beaucoup de pubs qu'on peut pas passer. Koop het op Vinted. Bon, et en même temps, on peut pas trop se plaindre, c'est gratuit. Celle-là non plus, je peux pas la passer. Alors, voilà. En même temps, on est en train de regarder du contenu télé gratuit. Donc on peut pas non plus se plaindre trop, enfin ça va quoi, on est quand même, c'est quand même, ça va, on passe un bon moment quand même, disons. Ah mince, pardon, De tous les siècles, j'ai pas du tout besoin de des toutes les sous-titres. époques, sans qu'aucune d'entre elles ne soit oubliée. Go around this wood, the name. Timber here in the middle. Looks good. This old windmill here. On sait que ce vieux moulin remonte au début du XVIIIe siècle. Donc, il a à peu près 200 ans. 200 years ago. By then, Mais la matière première, le bois de chêne utilisé pour le construire, avait lui-même entre 150 et 200 ans. about 150 to 200 years old. So that means we are getting Cela signifie qu'avec les cernes de ce bois de chêne, nous remontons entre 300 et 400 ans en arrière. back in time. Je vais faire quelque chose, je vais prendre un bouquin que je mets là pour que ce soit plat, parce que la moquette c'est un peu mou.
Bouge pas. De toute façon, tu vas pas bouger. Nous avons besoin de beaucoup d'anneaux, prélevés sur beaucoup d'arbres. C'est pour ça que nous ne faisons pas seulement 1 ou 2 carottages sur cette construction, mais que nous allons en prélever 20 ou 30 Hop là. de poutres différentes. Pour remonter plus loin encore dans l'histoire du climat, Attends, les scientifiques 2 minutes. Vous savez quoi? Cette BD, voilà, donc de Vellman, Gazzotti et Ralph Meyer, c'est... Donc déjà, c'est la première collaboration entre Vellman et Gazzotti, c'est-à-dire les auteurs de la BD Seul. Je crois que ça, c'est une BD Seul. Oui, c'est ça. C'est leur première collaboration avec un autre dessinateur. Hélicoptère. Je l'ai depuis environ 7 ou peut-être 8 ans. Je ne l'ai toujours pas lu. Je pense que j'ai regardé les images, les cases, les pages plein de fois, mais j'ai jamais lu l'histoire. Et c'est pas du tout parce que j'ai pas envie, c'est juste que je me suis jamais posé pour la lire. Par contre, je pense que je connais tous les dessins par cœur, mais je sais pas ce que ça raconte. Et elle m'a suivi partout, cette BD. Quand je suis allé en Espagne, mon Erasmus en Espagne, donc on parle vraiment de 2018, j'ai une seule BD m'a suivi, celle-ci. Je voulais la lire en Espagne, je l'ai acheté quand j'habitais en Belgique, donc c'est pour vous dire, c'est vraiment il y a longtemps. Et je l'avais pas lu en Belgique et je me suis dit, tiens, bah voilà, j'amène que celle-là en Espagne, comme ça, je peux la lire. Je ne l'ai jamais lue. Depuis, est-ce que je l'ai lue? Pas du tout. Par contre, je l'emmène partout. Elle est à Amsterdam avec moi, encore une fois. Un jour, je la lirai quand même, peut-être, pour juste savoir de quoi il s'agit quand même, de cette histoire. Mais voilà, je fais ça pour que ce soit plus facile pour moi pour appuyer, que ça s'affaisse pas dessous, tu vois. s'intéressent ensuite aux vestiges archéologiques. Dans le centre de la ville de Brno, des travaux viennent de mettre au jour un puits de l'époque médiévale. Il date du XIIe siècle. Une nouvelle étape pour atteindre l'époque de l'Empire romain. Mais pour y parvenir, il faut trouver et collecter une ressource rare. Un bois en partie fossilisé, conservé profondément dans le sol depuis des millénaires et extrait de temps à autre par l'activité humaine. Les carrières de gravier sont une source particulièrement utile pour du bois subfossile aussi ancien, parce que les arbres doivent être enterrés sans contact avec l'oxygène. Ils se trouvent enfouis dans le gravier sous la nappe phréatique. Et vous pouvez voir qu'ici, nous sommes à un endroit très plat. Donc la rivière serpentait et a changé son lit au cours des derniers siècles et millénaires. Les arbres morts tombaient dans l'eau et étaient enterrés. On ne sait pas Regardez, encore c'est son beau. âge. Il pourrait avoir entre 1000 et 8000 ans. Les possibilités sont donc immenses. Et c'est très important, parce que ce matériau nous permet de remonter très loin dans le temps. Les dendrochronologues collectent ainsi des centaines d'échantillons de chênes de toutes époques, sans savoir au départ à quelle période ils appartiennent exactement. À l'université Mendel, à Brno, chacun de ces échantillons est ensuite soigneusement pensé. Brno, c'est en et République chacune tchèque, des non? cernes du bois est précisément mesurée. Ensuite, nous passons à une technique appelée la datation par recoupement. Nous faisons des recoupements entre nos différentes sources, les arbres vivants, les matériaux anciens, le bois des bâtiments historiques, celui des fouilles archéologiques, et enfin le bois subfossile. Et si nous avons assez de recoupements, si les anneaux se superposent, nous pouvons alors les dater de manière certaine. Ces courbes indiquent les variations de largeur des cernes du bois à travers le temps. Chacune d'entre elles se recoupe. C'est ainsi qu'il est possible de remonter aux époques les plus anciennes.
once we have all these Une fois que nous avons identifié tous ces anneaux, et que nous pouvons dire, oui, celui-ci correspond à l'année 1258, celui-là à l'année 505, we take on prend le bois qui a été daté avec certitude. dated, we cut On le découpe avec une lame très fine, de façon à être sûr qu'il n'y a pas de matière du cerne précédent ou du cerne suivant dans l'échantillon. Ah, is included Ah. in this probe. So we talk On dispose ainsi de milliers et de milliers d'échantillons. probes. Et ensuite, le processus commence. assez fragile quand même. Hein. Extract, On extrait la cellulose. we On homogenize produit un mélange très homogène very homogeneous et on le place dans une capsule en argent ou en étain. in a silver or tin capsule. And then À la fin, two on obtient 2 échantillons par anneau. one we got Un pour le carbone, for carbon, l'autre pour l'oxygène. for oxygen. Carbone et oxygène indiquent les niveaux de température et de pluviométrie. Et C'est ainsi que les scientifiques parviennent à déterminer avec précision l'évolution du climat sous l'Empire romain. So if we start Donc, si nous partons de l'époque romaine, say mettons de 100 avant Jésus-Christ jusqu'à 150-180 après Jésus-Christ, 180 years Common Era, on peut voir que c'était une période généralement sèche. dry period, dry, Sèche, ce qui veut dire pour nous également chaude. warm, one could say, On pourrait dire une période favorable. and Et une période dont le climat était moins fluctuant. Et c'est une chose importante. independent of Sans warm, parler de chaude ou froide, it was, c'était une période plus stable. and then we Et ensuite, enter the period on entre dans une période aux alentours de l'an 200 where où les fluctuations- fluctuations apparaissent. In this case, En l'occurrence, le climat devient plus humide. wetter, Plus humide et potentiellement plus frais. and these Et ces fluctuations fluctuations sont toujours défavorables. unfavorable because Parce que les sociétés are ne not sont pas capables de s'adapter adapted si elles sont trop rapides. if they are too fast. And they are Et elles sont imprévisibles. Les siècles de douceur et d'opulence, ce que l'on appelle aujourd'hui l'optimum climatique romain, appartiennent désormais au passé. Cyprien, évêque de Carthage, qui vit au IIIe siècle, évoque un monde où les rayons du soleil sont moins brillants, un monde aux récoltes moins abondantes, qui n'est plus, écrit-il, qu'un pâle vieillard au bord de la tombe. hop là. Mais il y a plus grave encore. Car à la même époque, au cœur de l'Eurasie, un adversaire redoutable, les Huns, s'apprête à prendre la direction de l'Empire romain. Le changement climatique pourrait avoir joué un rôle crucial dans ces événements. Ok. In addition to our, En plus de nos recherches en Europe centrale, we also nous dépensons beaucoup d'énergie à travailler avec nos collègues russes au sud de la Sibérie. in Siberia. So this is a great, Il s'agit de la grande région de l'Altaï, it's à la frontière de la Russie au nord, north, de la Mongolia, Mongolie au sud, China, de la Chine au sud-ouest southwest, et du Kazakhstan à l'ouest. Allez, un peu de pub, c'est vrai que ça faisait longtemps. The people are what make the island. It's just one of those places that's food for your soul. We're one community, we're one spirit. There's a magic in Europe, and you find it in the whiskey. Современная граница La леса lisière actuelle de la forêt de l'Altaï находится se trouve à environ 2400 mètres. 2400 метров. И мы Et поднимаемся nous montons à cette altitude et même plus haut. so the Altai is particularly L'Altaï est particulièrement important pour nous pour reconstruire les températures d'été. because Parce que nous y trouvons de très vieux arbres et du bois mort très ancien au niveau de la limite supérieure de la forestation. upper tree line.
Il y a une raison pour laquelle ils ne peuvent pas pousser plus haut, parce qu'il y fait trop froid. Donc, même de petits changements dans les températures d'été laissent une indication particulière dans les cernes des arbres. Il fonctionne presque comme un thermomètre. Et qu'est-ce que je fais du reste? Ah, d'accord, ok. Le fait est qu'en haute montagne, les conditions naturelles sont caractérisées par de très basses températures. Et ces basses températures empêchent le bois de se décomposer. Ok. J'ai presque fini l'étape 24. Ensuite, dans ces zones montagneuses, très souvent, le bois mort ne repose pas sur le sol, mais sur des pierres, ce qui empêche également la destruction du bois. Pourquoi il y a un cheveu là? Une fois la collecte Pas à du moi, bois ça. terminée, les scientifiques russes prennent le chemin de l'université de Novosibirsk, en Sibérie. C'est ici qu'il sera daté et mesuré. Les données seront ensuite transmises à l'université de Cambridge, en Angleterre. La particularité de ce bois, la particularité des arbres qui poussent en haute altitude, c'est qu'ils forment des anneaux très étroits. C'est devenu très Parce que les basses températures et la courte saison très de croissance spécifique maintenant là ce ne donnent documentaire. pas le temps à l'arbre de former de plus larges On parle anneaux. beaucoup moins de l'Empire romain en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que la reconstruction des températures d'été dans l'Altaï, c'est-à-dire de l'Eurasie intérieure, à environ 5000 km à l'est des Alpes, est très similaire. Nous avons des preuves d'une période romaine plus stable et plus chaude. Et puis, aux alentours du IIe siècle après Jésus-Christ, les températures deviennent plus instables. Il y a davantage de fluctuations. Les systèmes agricoles de cette époque ont alors été poussés à leurs limites. Et les empires nomades des steppes, ceux que nous connaissons de l'Eurasie intérieure, ont sans aucun doute été affectés de telle façon que les populations ont commencé à Ok. bouger, à Fin de migrer l'étape sur de plus 24. grandes distances. Voici où on en est. Là, ce côté-là, il est trop stylé. Voilà. 25. Ça. À présent, nous nous trouvons sur un site archéologique que l'on appelle le cimetière de Kouraïka. Il correspond parfaitement à l'ère historique de l'époque des Huns. L'Altaï a toujours été un territoire que l'on pourrait qualifier de carrefour pour de nombreuses populations. C'est un territoire où l'on trouve des traces de nomades de toutes les époques. Des nomades qui se sont succédés ici sur plusieurs millénaires. Lorsqu'une vague de froid survient et que la courbe climatique indique une baisse des températures, on voit que la population évolue et que le territoire de l'Altaï se dépeuple. Généralement, la population quitte cette région parce que les conditions de la pratique de l'élevage se détériorent. Au IVe siècle, ces tombes semblent progressivement disparaître. Le signe pour les archéologues que les tribus nomades d'Eurasie, celles que nous connaissons sous le nom des Huns,
sont en train de quitter la région. Ces cavaliers vont arriver en Europe avec une arme nouvelle. L'arc composite, Ah oui. fait de plusieurs matériaux aux propriétés complémentaires, est à la fois plus résistant et surtout plus puissant. Une arme qui va changer les règles du jeu quand les Huns vont parvenir aux portes de l'Empire romain. Ils arrivent donc jusque dans la plaine russe, le long de la Volga, redescendent vers la Crimée et la mer Noire, pour trouver ces peuples barbares que les Romains connaissent bien, notamment les Goths, les Sarmates, et prendre leur place. Ces peuples barbares voisins de l'Empire se retrouvent donc pris entre le marteau des Huns et l'enclume de l'Empire et décident de demander à Rome d'intégrer son territoire. Les Goths sont très mal accueillis et, ayant passé le Danube, ils se retrouvent en quelque sorte exposés à la cupidité des officiels romains dans la province et décident donc de se révolter. À Andrinople, en l'an 378, deux immenses armées vont s'affronter. Celle de Valence, l'empereur romain d'Orient, et celle de Fritigerne, le chef des Goths. Des renforts venus d'Occident doivent rejoindre l'armée de Valence, mais celui-ci décide d'attaquer avant leur arrivée. L'erreur lui sera fatale. Les Goths sont supérieurs en nombre, et les Romains se trouvent pris en étau, débordés par la cavalerie ennemie, et réduits à se battre au corps à corps. Andrinople est la plus grande défaite de toute l'histoire de l'Empire. Waouh! Étape 25. Hier speelt al een half jaar mee met Lot of Happiness. Al wat gewonnen C'est allemaal. trop stylé! Maar Stichting ALS wel. Regardez! Gaat de helft van zijn Waouh! inkomsten J'adore. naartoe. J'adore. En daarom noemen we jou een win-winnaar, Almar. Speel ook mee met Lot of Happiness. Étape De win-win 26. Youp. Oula, c'est que des Des micro-trucs. dizaines de milliers de soldats sont tués, et l'empereur Valence lui-même trouve la mort dans la bataille. L'armée romaine est décapitée. La fin de l'Empire d'Occident, la partie la plus fragile, n'est plus qu'une question de temps. D'autres peuples sur toutes ces frontières prennent l'exemple des Goths, envahissent une région et s'y installent, progressant ainsi jusqu'au cœur de l'Empire. Le sac de Rome en 410 est l'un des épisodes de cette terrible descente aux enfers. Ah non, c'est ça que je cherche. Mais oui, mais il y a Quand les toujours ça. Vandales parviennent à s'emparer de l'Afrique du Nord, à partir de 429 après Ah, c'est Jésus-Christ, pour ça. l'Empire d'Occident disparaît corps et biens. Il ne reste de l'Empire romain que sa partie orientale, la mieux armée et la moins exposée aux invasions. Attends, pardon. Excuse-moi, j'ai loupé un tout petit truc de comment le Occident. J'étais en train de chercher. Le sac de Rome en 410 est l'un des épisodes de cette terrible descente aux enfers. Et quand les Vandales parviennent à s'emparer de l'Afrique du Nord, à partir de 429 après Jésus-Christ, l'Empire d'Occident disparaît corps et biens. Il ne reste de l'Empire romain que sa partie orientale, la mieux armée et la moins exposée aux invasions. On est à 24 minutes. On est bien. Il en sera ainsi jusqu'au début du VIe siècle, quand il va tenter de prendre sa revanche et de récupérer les territoires perdus. Mais cette fois, c'est une catastrophe climatique qui va briser son élan.
Imaginons que nous soyons en l'an 535. Les provinces orientales de l'Empire vont bien. Elles ont un tout nouvel empereur né dans les provinces d'Occident, dont la langue maternelle est le latin, et qui rêve de reconstituer l'Empire romain. Et il se donne comme premier objectif de reconquérir l'Afrique. L'Afrique tombe en à peine quelques mois. L'Empire romain reconquit le grenier de sa partie occidentale et est maintenant sur le point de se diriger vers l'Italie. En 536, ils vont de la Sicile vers le cœur de l'Italie et commencent leur marche sur Rome. Et ils progressent avec succès au printemps 536 jusqu'à ce qu'arrive quelque chose d'entièrement inattendu. La pub! Quelque chose d'inattendu. La pub! C'est que des pubs qu'on peut pas passer, hein, donc ça va, voilà. On prend notre mal en patience et on continue. Putain, j'ai cru qu'il y en avait une troisième. Le soleil s'arrête de briller pour une période de 12 à 18 mois. Les contemporains disent qu'à midi, la puissance du soleil était à peu près celle de la lune. Que s'est-il passé en ce printemps 536? Pourquoi l'empereur Justinien a-t-il échoué dans son offensive alors même que l'ensemble de l'Empire semblait à sa portée? Dans la petite ville d'Orono, aux États-Unis, l'origine de ce phénomène inédit vient d'être identifiée. Une collaboration entre spécialistes du climat et historiens des universités de Harvard et du Maine a permis de comprendre comment un événement d'origine naturelle a pu précipiter la fin de l'Empire romain. La pièce à conviction clé dans cette enquête sur le climat du VIe siècle se trouve dans un grand réfrigérateur de l'université du Maine. Il s'agit d'une carotte glaciaire. Ce segment se trouvait à environ 60 mètres de profondeur. Nous le conservons dans notre réfrigérateur à une température de moins 25 degrés. Et ici, je prépare la glace pour l'analyse par prélèvement laser. Je suis gouré, j'en ai mis Je qu'un. gratte la partie extérieure pour éliminer toute contamination. Et faire en sorte que la surface soit plate, aussi plate que possible. Voilà. Cette carotte glaciaire garde la mémoire de l'atmosphère des 4000 dernières années en Europe. Elle a été prélevée à la frontière entre la Suisse et l'Italie, sur le mont Nifeti, au cœur de ce qui fut autrefois l'Empire romain. Jusqu'à présent, l'essentiel du travail sur les carottes glaciaires a été réalisé en Antarctique. Là-bas, la technologie est parfaitement adaptée à des carottes glaciaires qui, comme au Groenland, font 3 km de long. En Europe, la situation est complètement différente. La carotte glaciaire de la surface au rocher fait 72 mètres. Et jusqu'ici, nous ne disposions d'aucune technologie qui permette de collecter des informations dans de la glace si fortement compressée. L'Institut du changement climatique, sous la direction du professeur Majewski, a mis au point un nouvel instrument qui permet non pas de faire 100 mesures par mètre, mais plus de 40 000. Ce qui est remarquable avec cet instrument, c'est qu'il utilise un laser pour prélever l'échantillon. Et vous pouvez le voir sur cet écran. C'est presque comme un verre qui se déplace. Ce qu'il fait en réalité est un peu comme un tout petit marteau-piqueur qui découpe des copeaux de glace. Une fois que ces petits morceaux de glace se détachent, ils sont mêlés à un gaz. Et ce gaz les conduit dans cet instrument qui est capable de mesurer de très petites concentrations de matière, comme du cuivre, du plomb, du sodium, qui nous donnent des informations différentes sur le climat, sur l'activité humaine et sur toutes sortes de choses.
Quand les scientifiques se sont intéressés à l'année 536, ils ont trouvé une quantité très supérieure à la normale de soufre, le signe d'une éruption. Mais ils ont surtout découvert des poussières de verre volcanique Hop là. dont la composition très caractéristique les a mis sur la piste d'un Étape volcan 26, situé en terminée. Chine. Celui qui aurait explosé au moment où Justinien était sur le point de Étape 27. reconquérir tout l'Empire romain. Déterminer la puissance de l'éruption à partir d'une carotte glaciaire est difficile. Sauf si vous examinez les niveaux de soufre, de bismuth et d'étain qui sont remarquablement élevés pour les 2000 dernières années. Ce qui nous suggère que 536 a été un événement très important. L'éruption a projeté une quantité si considérable de dioxyde de soufre dans l'atmosphère que la période qui a suivi a vu les températures chuter d'environ 2 degrés. Ce fut l'époque la plus froide de ces 2000 dernières années. Et donc 536, c'est le début. Un autre volcan en 540, un autre en 547. Il fait de plus en plus froid et le climat est de moins en moins favorable aux récoltes. Et ensuite, en 541, dans le delta du Nil, explose un nouveau pathogène. L'année 541 marque le début d'une épidémie d'une violence sans précédent qui va changer pour toujours l'histoire de l'Empire. Un peu partout en Europe aujourd'hui, des archéologues en cherchent les traces. Sur l'île de Maglone, près de Montpellier, ils la suspectent ainsi d'avoir provoqué l'effondrement d'un centre d'échange avec la Méditerranée. On est dans un lieu assez magique, en fait. C'est une cathédrale posée sur une île. C'est l'île la plus proche de Montpellier. C'est une île qui est pas loin du continent. Elle est posée entre les étangs et la mer. C'est surprenant aujourd'hui parce qu'on y arrive en voiture, mais dans le passé, c'était une île bien détachée du continent. On a retrouvé des poids et mesures de type byzantin qui montrent qu'il y avait là des marchands d'épices, peut-être des commerçants qui échangeaient avec la Méditerranée. En premier, en arrivant sur l'île, à mon avis, on devait voir les bateaux. Il devait y avoir toute une noria de bateaux de mer et des bateaux plus petits, des bateaux à fond plat pour la navigation dans les étangs. Je suis là. Gros. Bon. On pense qu'il y a des entrepôts, essentiellement des entrepôts. Il est bien probable qu'on ait échangé et des draps, et de la laine, et des fromages, et toutes sortes de marchandises qui ne laissent pas de traces pour les archéologues. Dans les années 560-580, on s'aperçoit que le site se dépeuple et on commence à découvrir des choses assez étranges. On trouve des corps, des sépultures qui n'en sont pas vraiment, qui sont des corps dont on se débarrasse dans les gravats de démolition des édifices. Ik ben Bram. Ik ben Walt. Wij zijn de eigenaren van Rosel, Spuistraat 214. Ik ben een to-go broodjeszak. On a là un problème d'épidémie ou un problème de guerre, ou en tout cas on est là dans une phase de déclin de l'occupation. On essaye d'éclairer les aspects un peu sombres de cette période qui couvre les 5e et 7e siècles. C'est la charnière entre le monde romain, le monde byzantin et le monde médiéval qui s'annonce avec la création des royaumes germaniques. Alors là, il y a les deux fémurs, donc c'est l'os de la cuisse, et qui plonge vers le bas. L'individu ne semble pas avoir été mis à plat dans une sépulture comme d'habitude. Ici, on voit bien, on a cette partie-là qui repose plus ou moins à plat. Et quand on arrive sur ces os-là, il plonge dans la terre. Il a peut-être été jeté comme ça, sans aucun... comme on jette un détritus à la poubelle.
Quelquefois, ils sont jetés dans un dépotoir avec les poubelles. Quelquefois, ils ont été déposés avec soin, sans richesse apparente, sans coffre, sans construction, mais avec un certain soin. On a trouvé par exemple un corps enterré face contre terre, ce qui était une punition terrible pour un chrétien, puisque c'est la privation absolue de la lumière éternelle. Et bien voilà une dent. Souvent, les dents, c'est ce qui se conserve mieux. Sur les individus très très anciens, c'est souvent ce qui nous reste parce que ça se fossilise extrêmement bien. Après, ce qui est beau là, c'est qu'elles sont toutes en place. Et ça va nous permettre de l'ADN qui se conserve très bien dans les dents, pour pouvoir faire des recherches de maladies, notamment la peste, rechercher Hop là. de la peste. Bon. Attendez. Pour quelle raison ce centre d'échange apparemment si prospère aurait-il été soudainement délaissé? Il commence à être bien haut. Au VIe siècle. Pourquoi des enterrements si nombreux, dans un apparent désordre, survenus précisément au moment où les bâtiments étaient détruits? Bon là par contre j'ai plus préparé. Il me reste encore 10 grosses minutes. Par contre là j'ai pas préparé La réponse se trouve à les pièces. Planck, en Allemagne. On a fait les 4 étapes qui étaient prévues et on a même encore du temps. Parvient aujourd'hui à identifier des pathogènes de l'époque romaine. De toute l'Europe convergent ici des ossements prélevés sur des fouilles archéologiques. So what we usually take as material to start with. On commence habituellement par des dents de périodes anciennes. Ou alors, je réfléchis à voix haute. Ou alors, je m'arrête là pour cet épisode. Il est un petit peu plus court. Et je termine dans le prochain. Dans tous les cas, je vois ce que je suis censé faire. C'est pas grand chose. On va terminer. Dans le prochain, on termine, c'est sûr. Voilà. Peut-être qu'on va plutôt faire ça. Ouais, viens, on fait ça. Désolé, du coup, vous... Désolé pour les gens qui ont vu la vidéo. Pourquoi il m'a remis les sous-titres, là? Je veux pas besoin de sous-titres, on parle tous français, là, dans cette vidéo. Vas-y, on va faire ça. Désolé pour la mini fausse hype, mais ça veut dire qu'il y a une série, qu'il va y avoir un épisode en plus, donc en soi, c'est pas si mauvais. Voilà. Voilà où on en est. Il est trop beau. Il est beau. Il est beau. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi. Et pardon. Merci d'avoir suivi et à très rapidement pour le dernier épisode de construction du Colisée de Rome en Lego, en nanobloc d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas la marque nanobloc, on sait pas. Je sais pas quelle marque c'est, mais c'est ça. Voilà, construction de ça. Voilà. Allez, bisous!